Louis Alliot, réservoir. Juste sur ce centre, il faut pas le créer. Vous pensez que ça va créer un appel d'air, que les gens vont se ruer vers ce centre? Humainement parlant, on est bien obligé de faire face à la situation. Personne ne regarde ce reportage en disant « Ah, c'est bien fait pour eux ». Parce que ces gens, s'ils sont là, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce que dit Mme Le Pen, quand même. Hein. Non, mais attendez. Mme Le Pen, elle dit qu'il faut remettre les femmes et les enfants, même dans les pays en guerre comme la Syrie. Hein, c'est ses propres déclarations du 24 octobre. Et M. Jean-Marie Le Pen a dit « Monseigneur Ebola réglera ce problème en 3 mois ». Est-ce que vous accepterez ce Je vais vous dire, M. Darmanin, vous ressemblez de plus en plus au Parti Socialiste. Non, sérieusement, vous pouvez vous donner la main avec le Parti Socialiste. Vous avez les mêmes références. Vous avez appelé à voter M. Hollande. Vous avez les mêmes... Non, je n'ai pas appelé à voter Hollande, cher monsieur. On a appelé nos électeurs à faire ce qu'ils voulaient au deuxième tour parce que nous ne sommes pas propriétaires des voix. Donc à voter pour M. Hollande. Pas du tout. Et Monseigneur Ebola, et dans tous les cas, M. Hollande ne fait que la politique que faisait M. Sarkozy avant. Monseigneur Ebola, ça vous choque pas? Je ne vous parle pas de Monseigneur Ebola, je vous parle de l'immigration. Jean-Marie Le Pen. Vous ne parlez pas de Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous vous adresserez à Jean-Marie Le Pen. Vous avez du Front National. C'est comme chez les écologistes, il faut s'adresser à chaque écologiste. En face de vous, Louis Alliot, et au Front National, c'est pareil. Et vous lui poserez la question. Moi, je vous parle du réservoir inépuisable de l'immigration et de la misère humaine dans le monde. Les famines, les guerres, tout cela nous arrive en plein la figure parce que nous ne contrôlons plus nos frontières. L'Europe est une passoire. Vous avez vu le problème avec l'Italie, le fameux Mare Nostrum qui s'est transformé avec le plan Triton qui commençait, je crois, hier. Oui, Mare Nostrum, c'était une opération humanitaire pour sauver, en fait, ces naufragés. Maintenant, c'est l'Europe qui prend en charge. Monsieur Darmanin fait le malin, mais il y a eu un propos du migrant ou d'une association, je crois, qui était très important, qui a dit... Sur Frontex. Sur Frontex, mais non, il a parlé de la Libye. Il a dit, tout passe par la Libye, plus rien n'est arrêté. Et c'est là que le problème, où Monsieur Darmanin, Nicolas Sarkozy ont une responsabilité historique. Monsieur Kadhafi était un dictateur qui n'était pas notre ami. C'est Monsieur Sarkozy qui l'a accueilli bras ouverts à l'Élysée, qui croyait lui vendre des armes, des contrats d'énergie, d'armement, etc. C'est M. Sarkozy qui a décidé d'éliminer M. Kadhafi. Or, M. Kadhafi avait une politique de contrôle, de régulation de l'immigration africaine, notamment avec son ami, notamment avec son ami M. Berlusconi. Aujourd'hui, ce verrou a sauté. Voilà. Et ce que vous dites sur les dérèglements géopolitiques, vous en êtes responsable et aujourd'hui, on paie la facture de vos errances politiques. Voilà la réalité. Malek Bouti, ça vous fait rire, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des milliers de gens qui sont morts, monsieur Malek Bouti. Franchement, ça m'a fait rire quand je vous ai entendu dire que monsieur Kadhafi avait une politique de contrôle de l'immigration. C'est vraiment, on en découvre tous les jours. Il avait un accord avec l'Italie et l'Union Européenne. Vous le saviez, ça? Un accord secret. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, pas secret. C'est un accord secret. Il y a eu un complot. Mais pas secret, monsieur Malek Bouti. Monsieur, c'était un dictateur. C'était un homme qui n'avait aucune notion même de la vie humaine. De quoi on parle? De quoi parle-t-on? La France, elle avait des relations, monsieur Vallée, avec Kadhafi. Je vais vous dire une chose. Je connais, alors là, vous pouvez pas me contredire, les tentations de votre parti vers tous les régimes un peu autoritaires. Non, arrêtez, alors là, et s'il vous plaît, arrêtez. Bien sûr, qui était l'ami de Saddam Hussein? Qui était l'ami de Kadhafi? Vladimir Poutine était assez ami avec Kadhafi aussi. Qui était l'ami d'Hafez el-Assad, monsieur? Beaucoup de gens d'extrême droite, je le sais. Non, beaucoup de gens de gauche. Je vais continuer. Donc, qui était au congrès de Rennes en 93, monsieur Malek Bouti? On va revenir sur le centre. Le centre d'accueil. Parce qu'on a entendu. Louis Alliot. Monsieur Kadhafi. On a entendu dire. On va arrêter avec Kadhafi. S'il vous plaît, on n'entend plus personne là. La France et monsieur Sarkozy mis le feu au bout de cette affaire. Dans cette affaire de Calais, tout le monde le sait bien, c'est un dossier qui est très particulier. Parce que moi, j'avoue que depuis le début de cette affaire, on est dans une situation, et les Français doivent bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont pas de papier, mais qui ne veulent pas rester en France. Qui veulent tous aller en Angleterre. Pourquoi ils ne veulent pas rester en France? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Je ne suis pas certain. La politique d'accueil anglaise, évidemment, mais elle a beaucoup évolué ces dernières années et les restrictions en Angleterre existent aussi. La réalité, elle est très claire, c'est que les filières, que ce soit pour les réfugiés ou pour l'immigration économique, les filières, c'est toujours, on va dire, par zone géographique, Moyen-Orient, Asie, sont plutôt attirées vers la Grande-Bretagne, le Maghreb, par ses relations historiques, les questions de langue, d'habitude, de famille qui sont sur place, qui peuvent vous aider. Donc, mais là, on a un problème. Et moi, je trouve que ce que je ne comprends pas dans le débat politique français, c'est qu'on dit
Ah oui, mais ça, il faut donc remettre en cause Schengen. Mais le problème, c'est que justement, tout le problème avec la Grande-Bretagne, c'est qu'elle ne fait pas partie de Schengen. C'est qu'on a là une sorte de distorsion dans l'Union européenne d'un pays qui est membre de l'Union européenne, et un pays plutôt important dans l'Union européenne, qui est hors de la zone de Schengen et qui donc n'est pas co-responsable. Elle a une co-responsabilité sur la situation de fait, mais de droit, qui, elle, est complètement... Et donc, il ne s'agit pas d'étrangers qui veulent rester en France, ils veulent partir, ils ne demandent qu'à partir. Et moi, je crois que le problème de la France, on a obtenu que bon, l'Angleterre mette un peu la main à la poche, qu'elle soit un peu responsable, mais sur le fond, il y a un moment, compte tenu de la déstabilisation... Ça fait 15 millions tout. En dehors de l'argent, c'est pas avec les Anglais... On a une dette aussi envers eux pour la Seconde Guerre mondiale, donc on va pas se mettre à piner. On paie la dette de la Seconde Guerre mondiale avec les clandestins de Calais. Par contre, le problème, il est le suivant, c'est qu'à un moment ou un autre, on est bien obligé, on voit bien que par deux bords autour de la France, et nous-mêmes avec notre propre responsabilité, l'Union européenne aujourd'hui est en difficulté, elle est en difficulté autour du discours économique, je dirais, de l'Allemagne, elle est en difficulté autour des conceptions de ce qu'elle doit être l'Union européenne, c'est-à-dire on a les deux bouts où là-dessus on a besoin doucement de reconstruire, et cette zone Schengen, à mon avis, devrait intégrer la Grande-Bretagne. Je veux dire, on va revenir sur Schengen, mais sur Calais, est-ce que on n'est pas en train de reconstruire un Sangatte? Est-ce que c'est ce qui... De toute façon, je vais vous dire une chose, en tout état de cause, soit on laisse les gens dans la rue, dans des situations livrées à des voyous, etc., soit l'autorité publique, un tant soit peu, essaye de prendre en charge cette situation. Et je pense que le ministre de l'Intérieur a d'abord pris deux bonnes décisions. Un, d'envoyer des forces de l'ordre, parce que moi, je comprends les gens qui parlent de la souffrance, et je suis d'accord avec ce que disait M. Darmanin, il faut rendre hommage aux gens de la ville de Calais, parce qu'ils n'y sont pour rien, il y a beaucoup de gens solidaires, et finalement, par rapport... Je crois, d'autres régions de France, ils ont fait preuve d'une patience et d'une solidarité, mais on ne peut pas laisser la situation dégénérer. Je pense qu'il y a le travail à court terme et d'urgence, et en urgence, il faut ouvrir de quoi héberger des enfants, des familles, et à moyen terme, il faut trouver une réponse. On va régler ce problème, et puis il y en aura d'autres qui arriveront. Oui, justement, c'est la vie, monsieur, c'est la vie politique, il y a toujours un problème après un problème. Dans un pays en faillite, ce n'est pas la vie, non. Barbara Pompili, est-ce que pour vous, alors comment on règle Calais, j'allais dire, Sangatte, est-ce que pour vous, la prise en charge de ces clandestins fait partie de la solution, ou c'est une solution d'appoint qui ne peut pas durer? Juste pour préciser, parce que vous posez une question, prise en charge, pas exactement. Prise en charge, oui, effectivement. Des repas, même la nuit, ils ne sont pas pris en charge d'ailleurs. Ils vont aller dormir dans la jungle. Je crois que face à un sujet pareil, il faut qu'on soit tous d'une grande humilité, parce que s'il y avait une solution simple, elle serait appliquée. Oui, donc personne n'a trouvé des solutions idéales. Là, on est, et le reportage le montrait assez bien, on est face à des populations qui fuient une vie de malheur, qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, qui viennent, la plupart effectivement, qui viennent soit d'Érythrée, Libye, ou alors Syrie, Irak, Afghanistan. Ce sont des personnes qui ont tout laissé pour essayer de rallier l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qui se passe à Calais? Effectivement, à cause du fait que l'Angleterre n'est pas dans Schengen, qu'il y a cet accord du Touquet qui permet de régler mais qui ne règle rien, on a des populations qui sont en fait dans une situation de réfugiés politiques. On est dans un espèce d'immense camp de réfugiés à ciel ouvert où on essaye de gérer comme on peut. Et là, je rejoins ceux qui ont dit que les Calaisiens avaient pris plus que leur part dans cette affaire. Et on a vu ceux qui étaient un peu... découragés et qui n'en pouvaient plus, mais on a vu aussi tous ceux qui ont donné de leur temps et qui continuent de donner de leur temps, et qui sont dépassés. Il y a eu des quasi-émeutes de la faim, parce que quand on a des associations qui peuvent distribuer 400 repas, alors que maintenant on arrive à plus de 2000 personnes sur le site, on voit bien les problèmes que ça peut créer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous, on en appelait même au HCR, pour que le Haut Commissariat aux réfugiés vienne s'occuper de cette question-là, parce qu'on est quasiment sur une question d'un camp de réfugiés. On a 2000 personnes. Là, il y a un centre, plus de 2000, oui, 2003 je crois, 2003, à peu près, c'est difficile à quantifier. Des femmes, des enfants. On a là une proposition d'ouvrir un centre qui sera un centre d'accueil de jour, qui sera là pour que les personnes puissent avoir des conseils sur leurs droits. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir un accueil, que ces personnes vont avoir un endroit où aller, où elles vont pouvoir comprendre ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que pour vous, il faut les inciter
à rester en France plutôt que de vouloir aller en Angleterre? Il faut les aider à demander l'asile. Elles veulent aller en Angleterre. Elles veulent aller en Angleterre. Non. Il faut les aider à demander l'asile en Angleterre si elles souhaitent aller en Angleterre. Moi, je considère que c'est elles doivent aller où elles souhaitent aller. Si moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse même une sorte de corridor humanitaire, c'est-à-dire qu'on laisse ces personnes aller en Angleterre faire leurs demandes, parce que là, ces personnes-là, les Anglais veulent absolument pas. Oui, mais je veux bien. Il faut qu'il y ait une coopération entre l'Angleterre et l'Europe, puisque l'Angleterre ne peut pas se laver les mains d'un problème qui la concerne directement. L'Angleterre, elle dit contrôlez correctement vos frontières. C'est ce que répond l'Angleterre. Si on avait Schengen, ces immigrants ne seraient pas arrivés à Calais. Ils seraient peut-être en Italie, ça n'aurait pas réglé le problème pour eux, mais ils ne seraient pas en France. Et on contrôlerait nos frontières. C'est-à-dire que l'Angleterre n'en veut pas et nous, il faudrait qu'on les rejette. Chaque pays, ça pose un problème parce qu'ils sont aujourd'hui, je sais pas, 2005, 3000. On règle le problème momentanément d'une manière humanitaire. S'il en arrive 3000 de plus, on fait quoi? Personne ne répond à cette question. Tout le monde trouve normal. M. Bouty nous dit c'est la vie. Eh bien non, ce n'est pas la vie. Il y a des moyens. Malek Bouty, ce matin, Bernard Cazeneuve sur RTL estimait qu'il fallait trouver des solutions humaines pour ces migrants. Alors, la solution humaine, c'est quoi? C'est l'asile. On va trouver des solutions humaines, mais les proportions déjà. Il y a des milliers, des centaines de milliers de réfugiés. Des millions de ces zones du monde dont on évoque. Des millions. Bon, se sont accumulés sur Calais depuis plusieurs mois avec les crises diverses qui sont passées. Un peu plus de 2000 personnes, disons 3000 pour faire un chiffre qui ne porte pas à contestation. C'est une situation très difficile pour le Calaisis, c'est vrai. C'est pas une situation insurmontable pour notre pays. Pas insurmontable. Quand la volonté politique, l'autorité politique. Les discussions avec la Grande-Bretagne ne sont pas des discussions de corridor, pas dans une situation de telle, et on n'est pas en situation, et heureusement, d'imposer notre point de vue aux autres. On ne fonctionne pas comme ça. Simplement, la discussion pour la Grande-Bretagne, c'est son appartenance à Schengen. C'est ça la clé. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'on peut reprocher des choses à l'Italie, etc., mais chaque pays, pour l'instant, essaye au mieux de définir dans cet espace Schengen cette responsabilité aux frontières. Donc, à partir du moment où un pays est important, membre de l'Union européenne, et qui a quand même une politique d'immigration, il y a un peu plus d'immigrés en Grande-Bretagne qu'il y en a en France, à une politique d'étrangers, elle doit intégrer l'espace Schengen, d'après moi. Sur ce point, sur Schengen, en 2011, alors qu'il y a eu les problèmes que nous connaissons dans les pays arabes, l'Italie a été submergée par une vague d'immigration qui effectivement fuyait ces dictatures, et Nicolas Sarkozy a pris une décision qui était très courageuse, qui était de couper même la ligne ferroviaire, très symboliquement, entre Vintimille et la France. Et il a fallu les accords de Milan pour que Berlusconi et Nicolas Sarkozy disent à la Commission européenne il faut effectivement empêcher cela. Et je crois que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, bien aidée par Mme Le Pen pour M. Hollande, a empêché d'aller jusqu'au bout sur Schengen. On a différents politiques. M. Bouty dit il faut étendre Schengen à l'Angleterre. Nous, on dit il faut revoir Schengen pour que nous ayons les mêmes politiques étrangères. Qu'est-ce que vous voulez revoir? Il faut simplement demander à tous les pays, il y en a 22 aujourd'hui dans l'Union européenne et 26 puisqu'il y en a 4 en dehors de l'Union européenne. Il faut leur demander d'adhérer à Schengen 2 à la condition... Mais c'est quoi Schengen 2? Si vous me laissez terminer la phrase, je vous le dirai. À la condition qu'on ait la même politique d'immigration. Donc M. Sarkozy a menti. Laissez finir parce qu'on va savoir ce que c'est que Schengen 2. M. Sarkozy a menti. On va savoir ce que c'est que Schengen 2. Il veut suspendre Schengen? Non, il veut faire un Schengen 2. Oui, ça se précise là dans les meetings. À tout le monde. Vous êtes député européen, vous n'avez jamais posé une question sur ce sujet. Écoutez, ça fait 6 mois que je suis élu. En 6 mois, attendez que je les pose. J'en ai posé sur d'autres sujets. Ni Mme Le Pen, ni M. Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec moi à l'Assemblée nationale, jamais il a intervenu sur ce sujet, Gilbert Collard non plus. Donc au lieu de faire des plateaux de télévision, faites votre travail de parlementaire, ce sera déjà bien. C'est quoi Schengen 2? Vous n'avez jamais, c'est un sujet qui vous intéresse. Ils ont déposé sur la ME, sur des choses comme ça. Mais on en parle de Schengen et de Calais. On va en parler de la ME aussi, mais d'abord, jamais. Gérald Darmanin finissait sur Schengen 2. J'aimerais bien savoir ce qu'est Schengen 2. Il faut que Alliot, s'il vous plaît. Il faut que, écoutez, le Front National fait moins de 10% à Calais. Non, pas dans les discussions. Schengen 2. Non, mais dans le Pas-de-Calais, la prochaine fois, on verra quand même. C'est important. Vous savez, ça fait 2 fois que je bats le Front National aux élections, donc il n'y a aucun problème. Vous avez le jeu privatif, c'est inquiétant pour vous. Schengen 2. Non, mais c'est important de dire aux gens qui nous écoutent qu'ils ont voté massivement pour le Front National, manifestement au premier tour des européennes, et chacun ici doit le constater, et que ce groupe du Front National n'a rien fait au Parlement européen depuis 6 mois. Oui, mais là, le sujet, c'est que vous précisiez ce que veut faire Nicolas
Nicolas Sarkozy avec Schengen. Ne regardez pas trop parce que le site n'est pas à jour. Du Parlement européen? Oui, il n'est pas à jour. Mais le vôtre alors? Non, je peux vous dire, moi j'ai posé 4 questions, ce n'est pas à jour. Allez, c'est la cuisine, la tambouille. Alors, Schengen 2, expliquez-nous ce que c'est, parce que là, on sait toujours pas. C'est simplement, donc effectivement, le fait d'adhérer dans un accord Schengen nouveau, où les pays... Alors, souffrez que les pays... Allez, oui, laissez finir, pour qu'effectivement... On ne peut pas s'empêcher. C'est pas très rigolo, parce que vous n'habitez pas le Nord-Pas-de-Calais. Et Madame Le Pen, elle est venue qu'il y a quelques semaines. Elle n'est jamais venue à Calais. Non, justement, on a les images. On va écouter Marine Le Pen. Elle était à Calais, effectivement, il y a une dizaine de jours. On l'écoute, comme ça. Bien sûr, Madame Le Pen fait venir le ministre. Exactement. J'ai pas peur en pointant du doigt les problèmes, en disant la vérité aux Français sur ce qui se passe, en exprimant ma solidarité avec les Calaisiens. Je n'ai pas du tout peur de faire monter les tensions. D'ailleurs, les tensions n'ont pas besoin de moi pour monter, figurez-vous. Elle disait que les gens n'ont pas besoin d'elle pour faire monter les tensions, mais elle est venue un petit peu faire monter les tensions. C'est un peu sa région d'élection, je vous signale. Hein. Elle est quand même députée européenne de cette région-là. Après avoir attendu le Elle est... Non mais ça oui d'accord, en 2004, Monsieur Darmanin. Vous étiez où en 2004? Moi j'étais pas encore diplômé. Oui. C'était une opération de com? On peut dire comme ça? Non, c'était aussi une demande de la Fédération du Pas-de-Calais, parce que beaucoup de commerçants demandaient à voir Marine Le Pen pour leur expliquer la situation. Mais du point de vue de Marine Le Pen, c'est une opération de com. On peut dire, on peut l'assumer. Elle est allée à Sangatte, elle y est allée chaque année voir ce qui se passait, parce qu'il y a toujours eu des problèmes dans cette partie de ce département. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Et ça ne sera pas réglé demain, pas plus qu'aujourd'hui. Je crois que Mme Le Pen doit connaître Calais-Fretin, qui est la gare, et Calais, parce qu'on l'a jamais vu à Calais. Moi, ce que je peux vous dire quelque chose d'extrêmement clair, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie difficulté humaine qui est au-delà, je crois, du problème de la politique intérieure française. C'est le problème de Schengen, évidemment, c'est le problème des crises géopolitiques, et c'est le problème, bien sûr, de nos relations avec l'Angleterre. Mais est-ce que Schengen... Je voudrais juste appuyer sur un point très particulier. Oui, mais là, ça fait aussi... Oui, alors, je dis à mes collègues de la majorité, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a fait des avancées, mais il n'a pas fait ce qu'a demandé le maire de Calais, c'est-à-dire une zone de sécurité prioritaire à Calais. Boulogne-sur-Mer l'a eu, Saint-Martin-Boulogne l'a eu, Calais... J'espère que ce n'est pas pour des raisons politiques, n'a pas de ZSP qui permettrait au moins de régler la problème de la petite délinquance. Parce qu'il y a des migrants qui sont tout à fait respectables de l'environnement. Et il y en a qui créent évidemment de la délinquance parce qu'il y a de la pauvreté, évidemment. Et ça, il faut que vous le portiez aussi auprès du gouvernement que vous soutenez. Si je peux me permettre, j'ai une zone de sécurité prioritaire dans ma circonscription. Moi aussi, ça ne règle rien. Ça a donné moins de moyens que ceux qu'ont eu Calais. Exactement. Donc, attention, parce que 450 hommes à Calais, c'est quand même important. Il y a une avancée avec le procureur de la République. Vous savez que parfois la justice va plus vite. Mais je relèverai votre demande auprès du ministre. Vous avez quelques contacts avec le gouvernement alors? Ça m'arrive de temps en temps de rencontrer les gens du gouvernement mardi et le mercredi. Barbara Pompili, même si vous ne le défendez pas totalement. Barbara Pompili. Non, ce qui me pose problème, c'est que là on parle Schengen, oui. mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde dont on ne peut pas se détourner. Il y a des guerres, il y a des dictatures, et donc il y a des flux migratoires. Il va y en avoir encore plus des flux migratoires à cause des problèmes environnementaux. Et d'ailleurs, vos deux eurodéputés, Karima Delli et Eva Joly, ont demandé à ce qu'on ouvre les frontières et qu'on accueille tous ces réfugiés. Elles l'ont demandé aujourd'hui au Parlement européen. Ça fera un appel d'air supplémentaire. Hein. Mais un appel d'air supplémentaire. Vous savez, enfin, un appel d'air supplémentaire. Moi, quand on fuit la guerre, on se dit pas. Certains, oui. Vous savez que ça enrichit aussi les passeurs. Oui, oui, mais s'ils pouvaient payer leur billet pour aller en Angleterre, ils paieraient beaucoup moins cher et les passeurs, ils n'auraient plus de boulot. Mais bon, on ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas les contrôler. Je vais vous retourner la question. Faire une forteresse Europe. Faire une forteresse Europe qui serait fermée de partout où on resterait comme ça en attendant que ça se calme. Ça n'est pas possible. On est obligé d'avoir une politique vis-à-vis de ces pays-là. L'Europe a un rôle à jouer qu'elle ne joue pas suffisamment vis-à-vis des pays en guerre, vis-à-vis des pays en développement, vis-à-vis des questions environnementales. Encore une fois, les déplacés à cause des crises environnementales vont être de plus en plus nombreux. Donc si tout l'argent qu'on utilisait à construire des forteresses qui sont détournées, qui ne marchent pas. Enfin, on voit bien que les gens réussissent à rentrer à des prix humains terribles. Ce qui s'est passé en Méditerranée et ce qui se passe tous les jours en Méditerranée. 20 000 morts noyés depuis des années. La mer Méditerranée est une jolie forteresse en elle-même. Hein. Elle fait son travail d'épuration. Hein. C'est bon, il y a plein de morts qui ne peuvent pas rentrer. Est-ce que ce sont ça les solutions? Non, il faut qu'on ait des solutions humaines face à des personnes humaines. On ne quitte pas son pays
par plaisir. Jamais. On ne s'exile pas par plaisir. Donc, moi, je ne suis pas une douce utopiste. Je ne dis pas, le monde entier doit accueillir tout le monde. Mais en même temps, si. Parce qu'il faut que les gens puissent se déplacer. Nous, on peut se déplacer sans problème partout. Pourquoi d'autres ne peuvent pas? Dans Schengen. Malek Bouti, je pense que librement. Le fond, si on parle du fond, c'est-à-dire si on se dit quand est-ce qu'un jour les populations arrêteront de bouger, d'avoir cette instabilité, je ne connais pas de pays, à ma connaissance aujourd'hui, qui n'est pas confronté à ces problèmes de mobilité de population, que ce soit l'immigration économique, que ce soit les réfugiés liés au conflit, et peut-être demain aux crises écologiques. C'est une des prévisions de l'ONU assez sérieuse. Et donc, cette problématique, elle amène à deux choses. Un, à la question du développement international et de la cohérence, même s'il est chaotique. On parlait tout à l'heure de la Libye. Je pense que, bien sûr que la Libye traverse une période de chaos, mais elle s'en sortira mieux sans son dictateur. Et il faut aider la Libye comme d'autres pays à trouver de la stabilité. À trouver de la stabilité. Mais oui, bien sûr. Vous vous rendez compte? Mais parfois, il y a des morts dont vous n'avez jamais entendu parler en Libye. Toutes les années où Kadhafi gouvernait. Voilà. Et ailleurs, dites ailleurs. Donc il y a ça. La deuxième chose, parlons de l'Union européenne. Il faut avoir conscience d'une chose. On a nos difficultés, mais il y a moins de drames, paradoxalement à Calais, qu'il y en a à l'île de Lampedusa, dont l'Italie dépend. C'est vrai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, bien sûr que tout fonctionne pas bien, mais malgré tout, ça fonctionne un peu, et que s'il n'y avait pas cet accord de Schengen, qui peut être suspendu, le gouvernement actuel aussi a prévu s'il y a des difficultés, et il y a des articles en cas de grave crise qui permettent à chaque pays de reprendre un contrôle de ses frontières. Donc, on ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas une dépossession. C'est pas une dépossession des frontières. C'est une possibilité. Oui, bien sûr, elle est légale. Si jamais vous avez une crise majeure, il est normal qu'il y ait des mécanismes qui permettent. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de tenir des frontières? Les États-Unis dressent des murs, des barrières, mettent des milliards à la frontière mexicaine. Bien sûr, nous sommes capables. Nous sommes capables. Et je pense aujourd'hui que la France n'est pas le pays qui reçoit le plus de réfugiés des séjours instables. D'autres pays en reçoivent plus. Oui. Malgré tout, pays payent beaucoup plus cher de solidarité. Une forme de solidarité en Europe. En Europe, on est les plus... Non. Avec l'Allemagne. L'Allemagne plus, l'Italie plus. Concentration des migrants dans une certaine partie de la territoire, en l'occurrence au Nord-Pas-de-Calais. Exactement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand Madame Le Pen est passée, le reproche que je lui fais, c'est pas d'y aller, elle a absolument le droit d'y aller. Je dirais même le rôle des politiques, c'est d'y aller. Donc, vous voyez, je pense que elle est dans son rôle de faire ça. Je pense que quand elle a sorti, elle dit maintenant, il faut donc en finir avec Schengen, en finir avec le droit d'asile, en finir avec les droits sociaux pour les étrangers. Je me demande, quel est le rapport, en quoi ça apporte une solution, et si en réalité, là, sur le coup, c'est pas la désorganisation, ça n'a aucun rapport. Sur la question de l'immigration, ils ne veulent pas rester en France. On parle de Calais, elle était à Calais, ils ne veulent pas rester en France. Elle a dit aussi, et Gérald Darmanin le soulignait, qu'il fallait renvoyer les gens, y compris dans les pays en guerre. Est-ce que vous seriez capable de porter la responsabilité d'un renvoi de ces personnes quitte à menacer leur vie? Il y a des pays très démocratiques qui le font. Oui, il y a l'Australie qui l'a fait, et 9 avec des Afghans, ils ont tous été décapités. Et oui. Vous me donnez une information. Non, c'était en 2008, et l'année d'après, le gouvernement, Nicolas Sarkozy, Éric Besson, le ministre de Nicolas Sarkozy, avait renvoyé également des Afghans dans leur pays en guerre. Est-ce que ça, il faut être prêt à l'accepter, à l'admettre, à le supporter? Dans des pays en guerre, quand on voit le chaos de la Libye, évidemment, ça, avec les Libyens, ça paraît très difficile. Mais dans d'autres pays, oui, il faut les renvoyer chez eux. Il y a des lois. Il faut quand même, à un moment donné, faire appliquer les lois. L'Italie, qui a aussi sa charge, parce que l'Italie, l'air de rien, c'est sa marine nationale qui arraisonne les bateaux de fortune, qui prend les migrants. À Lampedusa, il y a un trop-plein qui les met ailleurs. Mais eux, ils ont trouvé la solution. Ils donnent des papiers européens. Et ces migrants viennent en France, parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de contrôle. Et ça fait ce que nous voyons un peu partout en France, pas à Calais, mais dans d'autres endroits, une immigration clandestine qui perturbe la vie sociale d'un certain nombre de villes et de quartiers en France. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de rendre les frontières totalement hermétique? Mais si vous ne répondez pas à cette question, c'est l'anarchie, et demain, ce seront des conflits sociaux ou ethniques qu'on ne maîtrisera plus. Donc vous aurez besoin de Schengen. C'est pour ça qu'il faut l'autorité. C'est pour ça qu'il faut l'autorité de la loi. Puisque si vous étiez en responsabilité,
surtout, vous ne remettriez pas en cause Schengen. C'est la première chose que vous ne ferez pas. Évidemment, vous aurez besoin des alliés européens. Un peu nos frontières. Oui, d'accord. Bon, vous allez trouver un truc. Donc, ne dites pas à vos électeurs une chose que vous n'allez pas faire, monsieur. Mais de toute façon, personne n'est capable d'avoir des frontières étanches. Ça n'existe pas. Ce sont des débats qui est sans fin, qu'on a toujours. Les frontières étanches, ça n'existe pas. Si un jour on se pose le problème comme ça, on essaiera peut-être de trouver des solutions. C'est laisser passer il y a aussi ce que nous pouvons recevoir et repousser ce qui, manifestement, nous ne pouvons pas recevoir. Il y a aussi un argument développé aujourd'hui par l'UMP et également par le Front National, c'est l'attractivité de la France avec notamment l'aide médicale d'État. On en parle beaucoup à droite et à l'extrême droite, enfin en tout cas au Front National. On va regarder de quoi il s'agit précisément. Explication donc de Nicolas Yomi Amunategui et Edwige Audibert. Je suis étranger, sans papier, sans argent. En France, je peux être soigné gratuitement. Grâce à l'AME, l'aide médicale d'État, créée en 2000 par le gouvernement Jospin. Une belle idée mais qui coûte de plus en plus cher et que certains voudraient bien supprimer. Entre 2002 et 2012, l'addition est passée de 377 millions d'euros à 581. En 2011, François Fillon serre la vis. Il demande aux malades de payer 30 € de leur poche. Ce forfait devait rapporter 6 millions, mais il risquait d'en coûter 20, parce que des malades qui laissent leur état s'aggraver finissent par coûter beaucoup plus cher. Donc, une fois élu, François Hollande supprime ce forfait de 30 €. Mais en 2013, c'est le dérapage. La facture augmente de 28%, 744 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 30 000 bénéficiaires de plus en un an. Et parce que les frais d'hospitalisation ont explosé, plus 26%. Et ça va continuer. En 2015, l'État prévoit déjà une rallonge de 73 millions d'euros. Il y a évidemment des abus et des fraudes. Fausses cartes chinoises, filières géorgiennes, consultations fictives, surfacturation dans les hôpitaux. Voilà pour la vision comptable. Derrière ces chiffres, il y a officiellement 282 000 personnes, dont certaines gravement malades et parfois contagieuses. Alors, soigner les sans-papiers, c'est peut-être cher, mais c'est aussi une façon d'éviter les épidémies. Et c'est encore un principe, en France, on soigne tout le monde. Vous, Malek Bouti, je crois que vous étiez contre la suppression du forfait de 30 €. Oui. Vous étiez un des rares au Parti Socialiste. Oui, j'étais contre parce que je pense que moi, je soutiens l'aide médicale d'État. Je pense que ce n'est pas une politique envers les étrangers ou les sans-papiers. Ça n'a rien à voir. C'est une politique de santé publique. Mais je considère qu'il est tout à fait normal que les gens puissent participer. Il arrive qu'il y ait des indigents, qu'il n'y ait vraiment même pas 30 €, mais il y a des organisations, il y a des aides charitables pour les aider. Mais il m'aurait semblé absolument normal, quand vous bénéficiez de la solidarité d'un pays, de montrer un acte, même symbolique. 30 €, ça n'a rien à voir avec les frais engendrés, mais même symbolique de votre participation. Voilà, je pense que... Vous avez voté contre, donc, la suppression du forfait? Franchement, je me souviens même pas du vote, parce que parfois, les votes sont automatiques. Mais oui, des fois, on n'est pas dans la séance quand il y a un vote, ça arrive. Donc vous n'avez pas voté contre, en fait. Mais j'étais... Non, parce que je suis pas... Le problème, c'est pas mon vote qui compte. Je suis pas là en train de me sauver. J'ai essayé de donner un argument à mon gouvernement, en tout cas ma majorité, de leur dire c'est une bêtise d'avoir fait ça, parce que on pense rendre service aux gens, on ne leur rend pas service. Je pense, moi, que même quand on est sans papier, on doit être traité dignement et pas par charité. Et c'était une mauvaise idée, je pense. Maintenir l'aide médicale d'État, surveiller pour éviter la gabegie, pour éviter les filières de ceux qui en profitent. Il y en a quelques-uns, mais c'est epsilon. Mais je pense que quand on bénéficie de la solidarité nationale, ce geste-là était un geste qui montrait qu'on sentait à partir à cette solidarité. Ça, voilà, je crois que le gratuit, c'est un mauvais service qu'on rend aux gens, surtout quand ils sont en difficulté. Et vous, Barbara Pompili, vous avez voté pour la suppression de ce forfait ou contre? Oui. Oui, oui, bien sûr. Non, mais cette question, c'est une question double. D'abord, moi, je réfute toute histoire d'appel d'air. Je ne comprends même pas qu'on se pose cette question quand on va sur une coquille de noix au milieu de la Méditerranée en risquant sa vie. C'est pas pour taper à la porte de la CAF, quoi. C'est vraiment. On n'est plus sur. Je pense que c'est vraiment un autre problème. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Je trouve que c'est une erreur et qu'ils devraient pouvoir travailler parce que ça leur permettrait déjà d'être indépendants, de s'intégrer, de pouvoir penser à l'avenir. Il y en a malheureusement, mais il est au noir du coup. Donc moi je préférerais qu'on travaille là-dessus. Mais sur l'AME en tant que telle, d'abord, quand il y a des êtres humains
on les soigne, et ensuite, la France, elle a toujours soigné, ensuite, c'est une question simple, c'est une question que dans les populations migrantes, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont porteuses de maladies qui peuvent être plus ou moins graves. Si elles ne sont pas soignées avec l'AME, eh bien, les personnes sont dans la nature et donc peuvent être plus malades, peuvent provoquer des épidémies, etc. Juste, cela vous les soignez, Louis Alliot, c'est ce que vous dites. Je ne veux pas parler d'Ebola en disant que les immigrés sont porteurs d'Ebola, mais je tiens simplement à dire qu'aux États-Unis, le premier mort d'Ebola est quelqu'un qui a été refusé la première fois par les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de couverture maladie et que on aurait certainement évité des dégâts s'il n'y avait pas. Et puis vous savez très bien que quand on demande à payer une part forfaitaire, les gens parfois ne peuvent pas payer cette part forfaitaire et ne viennent pas. Clairement devant une pompe aspirante. Voilà la vérité, c'est que la France a toujours soigné des malades qui dans l'urgence ne sont pas français, n'avaient aucune couverture. Alors, si vous supprimez l'AME, on n'aura plus la trace du coût de ces soins en fait. C'est pas vrai. Si, parce qu'il y a quand même les hôpitaux étaient obligés de faire des rapports. Et les médecins aussi. Et donc cette somme, ça ne s'appellera pas l'AME, mais ce sera toujours une AME. Là, c'est 800 millions d'euros. C'est évidemment... Certaines personnes en profitent pour faire ce que nous appelons du tourisme sanitaire. C'est-à-dire ils viennent se faire soigner en France, et c'est clairement une forme d'aide que nous devons supprimer, chose à laquelle d'ailleurs l'UMP n'a pas voté. Il y avait eu un rapport parlementaire Claude Coasgen qui disait que c'était vraiment très marginal. Combien de personnes d'après vous? Je ne vais pas demander à vos services, vous faites non, mais je sais pas, gouvernement. C'est vous qui donnez l'information là. Vous dites il y a des gens, il y a des filets. Combien ça représente de personnes? Très certainement, au regard du nombre de personnes qui sont soignées, au-delà de 50% aujourd'hui. Voilà. Oui, Gérald Darmanin, je précise que Nicolas Sarkozy a vraiment... quel chiffre avez-vous, monsieur Bouty? Louis Alliot, moi, je pense que j'ai même reconnu qu'il pouvait y en avoir, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le cœur de la masse des frères. Vous avez dit que vous n'aviez pas le chiffre. Mais ça, c'est de la propagande. Pendant qu'on permet 800 millions d'euros d'AME, en revanche, on rabote les allocations familiales et pour permettre justement ce genre de solidarité à deux vitesses. Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy a bien changé son fusil d'épaule sur ce dossier. En 2012, il disait qu'il fallait soigner tout le monde, qu'il n'était pas question de... Et puis là, l'AME, tout d'un coup, il veut la supprimer. Alors d'abord, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui a établi le forfait. Oui. Donc c'est quand même important de le dire. Non, mais je dis à ce moment-là, oui, il était pour. Non, mais attendez, il y a un forfait. Je crois que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est une question très compliquée et très difficile parce qu'on touche à l'humain. Donc je veux bien qu'on jette des chiffres qu'on n'a pas d'ailleurs à la tête, mais c'est pas les Français qui ont toujours soigné, c'est les médecins. Les médecins. Pour le coup, vous l'avez pas voté. Les médecins soignent, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui se présente et qui est en situation de grand danger. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un débat, je crois, Mme Pompili, qui dépasse l'humanité. On n'est pas aux États-Unis, et j'allais dire heureusement. Cependant, la question qui se pose, parce que moi je suis pour cette suppression, la question qui se pose, c'est en fait le Français qui regarde cette difficulté et qui croit les discours qu'on dit, et finalement, sur certains points, il a raison, sur celui-là, le Français qui est à la CMU a moins de droits que le Français qui est à l'AME. L'étranger, pardon, sans papier qui est à l'AME. Et là, il y a une vraie distorsion qui est tout à fait inacceptable pour le pacte républicain. Et moi, je soutiens la proposition de Xavier Bertrand qui veut supprimer cette AME parce que je crois que d'un seulement, le gouvernement... Il n'y a pas que nous qui nous posons des questions. Le rapport de Claude Coasgen est excellent. Madame Touraine elle-même dit bon, on va commencer. Ce rapport dit justement que ce tourisme médical est extrêmement marginal. On va commencer à regarder, dit Madame Touraine, combien on va dériver pour voir si on ne peut pas raboter un petit peu. C'est ce que dit la ministre socialiste aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne rend pas un service. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des gens qui fraudent, qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui font de l'opportunisme dans les problèmes sanitaires, et qu'en même temps, on ne peut pas balayer d'un revers de la main des gens. Si on supprime l'AME, on la remplace par quoi? Oui, si on supprime l'AME, qui paye les médecins qui soignent gratuitement les gens? Mais je suis président du conseil national de l'hôpital de Tourcoing, Madame Pompili. Quand quelqu'un se présente et qu'il n'a pas de papier, pas moyen de payer, on le soigne. Et à la fin, effectivement, c'est la société qui rembourse, entre guillemets, qui paye l'acte médical. Et on dit, on met en non-valeur. Les cas les plus graves. C'est un drame, c'est un drame budgétaire, mais les médecins soignent. Effectivement. Là, le vrai problème, c'est qu'en institutionnalisant... Mais c'est pas les médecins, c'est l'hôpital, c'est-à-dire nous tous. Oui, mais il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables, Madame Pompili. En institutionnalisant l'AME, vous créez véritablement, je crois, une difficulté sous prétexte de bon sentiment, qui est que les Français n'acceptent plus. Les Français n'acceptent plus ça parce qu'on n'en a plus les moyens. Juste un mot, Malek Bouty et Guillaume Daré va rentrer. Oui, je voudrais rappeler que quand l'AME a été instituée, sous le gouvernement Jospin, absolument, c'est parce que il y avait un retour de la tuberculose en France. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'occupe des gens, quand je dirais cliniquement on s'aperçoit qu'ils sont malades,
on pourra guérir les gens peut-être ou s'occuper d'eux, mais il y a un problème de surveillance sanitaire qui était posé et qui était très sérieux. Et comme on vient d'évoquer préalablement un débat avec des populations qui vont, qui viennent, etc. L'autre chose qui pourrait être surprenante, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est un pays qui trouve absolument normal de ne pas régler la situation des gens. C'est-à-dire ce qui devrait être notre préoccupation à nous, dirigeants politiques. C'est qu'il n'y ait plus de gens qui soient sans papier en France, qu'on ait une vraie politique d'immigration intelligente en amont, qui fasse que, bon, il y en aura toujours, mais qui est plus une politique où on se régularise ici en France, mais en amont. Parce qu'à ce moment-là, ce problème de l'AME, si vous voulez, il serait réglé. Si on continue, si vous voulez, à considérer, à empiler les problèmes et à trouver des solutions à l'empilement des problèmes, alors un jour, il n'y a plus rien qui tient. C'est l'heure de faire un point sur la perception des débats par les internautes. Guillaume Darey, expliquez-nous. Alors, deux types de réactions. Des réactions déjà d'abord au reportage d'Alice Gauvin qui a été fait à Calais et des reportages à votre débat. Pour ce qui est du reportage, eh bien, c'est très tranché. Il y a deux côtés, ceux qui veulent aider les migrants et ceux qui s'y opposent. Regardez ce tweet. Plus des associations viendront en aide aux migrants clandestins, plus ceux-ci seront nombreux et donc en situation difficile, explique cet internaute. À l'inverse, on a G. Laval qui explique et qui se dit ému par ce reportage et le travail formidable des associations. Voilà pour ce qui a été du reportage. Ensuite, pour votre débat, ce qui s'est dégagé, beaucoup d'internautes ont l'impression d'une forme d'impuissance un petit peu des politiques et de l'État. L'immigration restera un problème tant que l'on se demandera comment les renvoyer chez eux et non pourquoi ils sont revenus ou pourquoi ils sont venus, dit Ludovic Gracian. Impuissance de l'État également. Quid de l'Europe, quid des pays d'où sont partis tous ces migrants? C'est ce que se demandent beaucoup d'internautes. Ne faut-il pas davantage travailler avec eux et avec l'Union européenne, zone de transit ou zone d'installation, dit Adrien Joly. Le problème est malheureusement le même. Il n'y a aucune unité européenne, déplore-t-il. C'est difficile de travailler avec les pays en guerre d'où ils sont partis. Tous en guerre. Et puis deux cela, en tout cas. Petites précisions, deux petites questions qui sont faites par les internautes. À vous, Louis Alliot, et à vous, Gérald Darmanin. La première à vous. Vous avez parlé du rapport avec Malek Bouti des certains dictateurs arabes avec les différents partis politiques. Certains internautes soulignent qu'il existe des photos et des rencontres entre Jean-Marie Le Pen et Saddam Hussein. Ah oui, oui, oui. À l'époque, après la première guerre d'Irak, et avant, aux Irak et les rapports qu'il y avait entre les RPR et Saddam Hussein, ou le Parti Socialiste et le Parti Baas. Après cet épisode-là, c'était pendant la guerre en Irak, pour aller chercher d'ailleurs des otages en Irak. C'était quand Saddam Hussein était quelqu'un de bien, en fait, c'est ça? Ah non, justement. Nous étions, nous, contre la première guerre d'Irak. Ouais. Et Jean-Marie Le Pen était allé là-bas pour aller chercher des otages, qui étaient des otages européens. Et ensuite, il y a eu une association SOS Enfants d'Irak pour venir en aide aux enfants irakiens victimes du blocus américo-français, on va dire, ou américo-européen, qui a fait là aussi des millions de morts. Non, il n'y avait pas de millions de morts. Vous voyez, vous voyez comment on dit n'importe quoi. Ah bon, vous étiez sur place? Oui, mais j'étais en Irak, oui. Ah bon? Eh oui, et après la première guerre. Avec Saddam Hussein, alors? Pas de chance. Non, j'étais dans une délégation, j'ai été là-bas, voir, observer ce qui se passait. Il n'y a pas eu d'enfants morts? Vous n'avez pas de chance. Il n'y a pas eu d'enfants morts de blocus par la faim? Il n'y a pas des millions d'enfants morts. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Donc, vous voyez, je vous ai pris la main dans le sac. La main dans le sac? Oui, parce que vous avez compté là-bas en Irak? Absolument, absolument. Guillaume Darey, une autre question à Gérald Darmanin, c'est ça? Alors, une question justement par rapport aux propositions qui sont faites à chaque meeting du candidat dont vous êtes le porte-parole, Nicolas Sarkozy, qui dit il faut même faire plus que réformer Schengen. Il faut, dit-il, je crois il a dit aujourd'hui à Nancy, faire une politique de la chaise vide. Certains soulignent que la Grande-Bretagne ne fait pas partie des accords de Schengen et que pourtant ce pays est lui aussi confronté à un problème d'immigration. Donc est-ce que réformer Schengen, voire faire cette politique de la chaise vide, c'est la solution? La politique de la chaise vide, c'est parfois une politique difficile dans la grande tradition gaulliste pour accepter pour les autres pays européens ce qu'un pays souverain a le droit de demander. Personnellement, je me sens extrêmement libre avec cette position. Je n'ai pas voté le traité constitutionnel et je n'ai pas voté le traité constitutionnel budgétaire. Je crois que nous devons retrouver certes des frontières, mais pas dans un sens idéal, comme peut le penser le Front National fermé, hermétique. Je pense qu'en même temps, il y a un vrai débat entre les socialistes qui proposent d'étendre Schengen et nous qui proposons de le redéfinir. C'est terminé.